Je veux vous dire à mon tour mon grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est des sujets, il y a dans la question de l'aménagement de l'espace, me paraît vraiment être un sujet décisif. Je ne suis pas du tout architecte. Donc, j'ai un PowerPoint aussi assez pauvre, et je vous prie de m'en excuser du point de vue de l'esthétique. Hein. Alors, je vais vous donner, pour illustrer un peu mon propos, donc vous avez là le résumé. Je voulais mettre deux citations en exergue. L'une de Kant, qui est à la fin de la critique de la raison pratique, juste après ces deux, la critique de la raison pure, critique de la raison pratique, il nous dit qu'il est arrivé à montrer pur et distinct le règne de la nature et le règne de l'homme et de sa morale, et il montre deux univers très distincts. Et puis une autre citation bien plus ancienne, hein, celle d'un morceau de Pantagruel, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que ça vous donne un peu la substantifique moelle de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, à savoir faire le pari de la pensée humaniste telle qu'elle se déploie chez Rabelais ou Montaigne, bien plus que celui de la pensée des Lumières, dont j'ai essayé de montrer dans l'ouvrage de 2013, Philosophie de l'écran, qu'elle aveugle en partie notre regard par les lumières un peu trop tranchées qu'elle porte sur le monde et les faits, nous proposant en particulier une partition entre le vrai et le faux qui souffre de l'absence de la présence du neutre. Voilà, qui souffre de la présence du neutre ou encore de celle des capacités. Alors, je vais éclairer ces points d'accroche autour de la question de l'intelligence artificielle, telle qu'elle s'invite de plus en plus sur nos écrans, en procédant en deux mouvements et en 6 petits points. Le premier mouvement va consister en quelque sorte à remettre la machine IA à sa place, qui est importante, mais dont le narratif, entre guillemets, qui l'accompagne, conduit à certaines illusions et malentendus. Et dans mon deuxième temps, je voudrais insister sur le fait qu'il se joue bien quelque chose à l'aune de l'histoire dans les capacités techniques contemporaines. Je vais appeler ça la fin de la naturalité, j'y reviendrai, et qui appelle à avoir de nouveaux arrière-plans que celui hérité des Lumières et peut-être à emprunter aussi à celui qui est issu de l'humanisme. Et je pense que la première intervention d'aujourd'hui nous y invitait aussi. Mais pour commencer, pour vous situer un peu mon propos sur le plan philosophique, j'ai voulu vous mettre cette citation de Wittgenstein, qui sera sans doute avec Heidegger, dont il est très différent, le philosophe qui sera retenu dans l'histoire de la pensée au XXe siècle, en tout cas pour la première moitié du XXe siècle, et qui vous éclaire un peu ce qu'est la démarche philosophique pour lui, qui est un philosophe analytique et en même temps très divers. L'investigation philosophique, elle clarifie notre problème en écartant des malentendus. Malentendus concernant l'usage des mots, provoqués entre autres par certaines analogies entre les formes d'expression dans différents domaines de notre langage. Et je pense que c'est très exactement ce qui se produit aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Et cette situation me fournit aussi l'occasion, je voulais le faire vu que vous êtes, étant devant des architectes, de vous dire que Wittgenstein, il n'était pas philosophe de formation, il était ingénieur, et qu'il a notamment construit pour sa sœur dont on voit le portrait fait par Klimt, c'était une très grande famille d'industriels viennois, une maison. Vous voyez ici qui se visite, hein, une maison. Donc lui, il a fait les plans et a supervisé la construction. Et moi, je l'ai visité il y a fort longtemps, mais ce qui était frappant, c'est l'attention donnée aux détails, et notamment, je vous ai mis l'image des radiateurs, parce que c'est des radiateurs qui sont dans des angles pour laisser passer la lumière, pour donner absolument la capacité d'être dedans-dehors. Et je pense que c'est quelque chose, voilà, je voulais vous montrer cette image-là avant d'en venir à mes 3 petits premiers points de malentendu à écarter sur ce qu'est l'intelligence artificielle au regard du puissant narratif qui l'accompagne.
Alors, 3 éléments donc, dans ce narratif me paraissent éminemment discutables, relevant de l'illusion, du malentendu à écarter, à dissiper, au moins au jour d'aujourd'hui. Le premier, c'est celui de l'intelligence de l'IA. Le deuxième, c'est celui de son absence de matérialité. Et le troisième, celui de son autonomie à l'égard des humains et en l'espèce des programmateurs. Alors, le premier malentendu sur l'intelligence de l'IA. Partons du principe que toute intelligence est artificielle. Si on veut conserver ce mot, l'artifice, j'espère vous montrer au passage que le partage virtuel réel n'est plus un point d'accroche très très solide aujourd'hui. La question dès lors posée s'agissant de l'IA est la suivante. Est-ce que les machines dotées d'une intelligence artificielle sont intelligentes, c'est-à-dire sachant conduire une argumentation, mener un raisonnement, voire créer? Voilà, il y a une histoire de ce problème. La notion de machine apprenante apparaît entre 1940 et 1950 dans 2 articles respectivement de Warren Weaver et d'Alan Turing. Le premier sur les systèmes de traduction automatique et le second intitulé Systèmes de calcul et intelligence. Et Turing, il défend l'idée que quand bien même la manière dont se forme l'intelligence chez l'homme est difficile à définir, si une machine peut conduire une conversation sans qu'on puisse différencier cette conversation d'une conversation avec un être humain, alors cette machine serait intelligente. C'est ça le test de Turing, tel qu'il le propose dans son article. Et les ordinateurs satisfont ce test depuis les années 80. Et il a donné ce test lieu à de multiples controverses, notamment en philosophie. Je vais y revenir. En 1955, John McCarthy propose de retenir l'appellation d'Artificial Intelligence pour dénommer les axes de recherche en informatique. L'année suivante, la communauté informatique réunie lors de la conférence de Dartmouth aux États-Unis retient ce terme, et on a les actes de cette conférence, dans l'idée, mais c'est très connu maintenant, qu'il permettra d'attirer les financements largement issus de l'industrie militaire américaine et britannique, au moins jusqu'en 1973. Cette histoire bien connue illustre la puissance narrative de l'industrie et de la recherche informatique, car à l'époque, en 1955, les ordinateurs étaient très très loin de pouvoir satisfaire au test de Turing. Donc ils n'étaient pas intelligents au sens de Turing. Une grande controverse a animé la philosophie depuis pour savoir si satisfaire le test de Turing peut être considéré comme équivalent à de l'intelligence. Le philosophe américain John Searle a montré dans un ouvrage paru en 1985 que tel n'était pas le cas au travers d'un dispositif argumentatif qui est connu sous le terme de la chambre chinoise et qui aurait dû, à notre sens, clore la question. Le dispositif est le suivant. Une personne ne parlant pas le chinois est placée dans une chambre fermée avec un catalogue de règles qui lui permettant de répondre à des phrases en chinois lui parvenant de l'extérieur et de répondre à cette personne. Il parvient ainsi à communiquer avec un Chinois à l'extérieur. Mais cette personne, si elle a bien satisfait le test de Turing, elle n'a rien compris à l'échange. Elle n'a eu aucune intention de communication liée au contenu de cet échange. Bref, c'est le point que veut mettre en avant Searle, maîtriser une syntaxe et même savoir la faire évoluer, ce que font les ordinateurs aujourd'hui, ne signifie en rien maîtriser un sens, une sémantique, et n'inclut aucune forme d'intentionnalité et de conscience. Et n'équivaut donc pas à disposer d'une intelligence au sens où nous l'entendons des personnes humaines. L'argument formulé par Searle, il vise à démontrer que les ordinateurs ne comprennent pas réellement ce qu'ils font, même s'ils peuvent simuler une compréhension du langage. Cet argument de Searle a suscité un ensemble de critiques de la part des partisans de l'intelligence artificielle forte et de philosophes de l'esprit, que je n'ai pas du tout le temps d'énumérer ici, mais dont aucune, à notre sens, ne remet en cause la portée de l'argument de Searle. On peut très bien simuler une conversation sans rien en comprendre, le perroquet en étant une illustration très simple. Mais le narratif
a pu se poursuivre. Et avec néanmoins une petite nuance qui s'est introduite au sein de la communauté informatique et de la philosophie de l'esprit depuis. C'est vrai que depuis la controverse autour de CERN, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail, on a deux écoles en intelligence artificielle, l'IA forte et l'IA faible. L'IA faible, les machines n'ont que certaines fonctions associées à l'intelligence. C'est ce qui est arrivé à faire l'argument de Searle, comme avancée conceptuelle du point de vue de la théorie. Le plus simple serait, à mon sens, de reconnaître, comme le fait le physicien Marc Mézard, que le mot intelligence dans IA est bien malheureux. Il n'en est pas moins soutenu, repris dans ces déclinaisons que sont par exemple les réseaux de neurones informatiques, dont la terminologie évoque bien évidemment le fonctionnement de l'occiput humain, mais qui en pratique sont des mécanismes de traitement statistique des informations qui n'ont rien de neuronal. Donc, on voit un peu la question du narratif. Je voudrais l'illustrer autour de deux autres points sur en allant assez vite, le temps, le sujet que Pierre Quay manifeste traite admirablement étant compté. Je vais aller plus rapidement sur ces deux autres malentendus à dissiper, à mon sens, sur l'intelligence artificielle, bien qu'ils soient également importants. Le deuxième malentendu, entretenu lui aussi par un narratif très efficace, concerne l'absence de matérialité de l'IA. L'informatique a quitté le terrain des autoroutes de l'information. C'était le terme des années 80, qui était jugé pas assez bien. Elle préfère maintenant parler de cloud pour des entrepôts de données sur lesquels repose le fonctionnement de l'Internet contemporain. La matérialité de ce sur quoi repose le fonctionnement des réseaux, les lignes de câbles sous-marines, les satellites de communication, les entrepôts de données à maintenir à température supportable, est largement mise en retrait. Comme si l'informatique était réellement dans les nuages, hors de l'espace. Alors, je viens de rapporter sur une thèse qui est une enquête philosophique sur le concept de délégation au dispositif numérique, qui va être soutenue par un doctorant en philosophie dont la formation initiale est la chimie. Il y a des développements très éclairants sur les matériaux dont sont faits les ordinateurs, et en particulier leurs processeurs, métaux rares, dont la présence dans les sous-sols dessine une forme de géopolitique du présent, aux contours quelque peu différents de ce à quoi le pétrole nous a habitués. Bref, l'idée que l'IA serait pur artifice sans matérialité pourrait relever de ce que Rabelais, encore lui, appelle la farce, si elle n'était pas triste, en l'occurrence. Nous la décrirons pour notre part, dans un langage plus choisi, comme un narratif maîtrisé. Troisième élément de ce narratif maîtrisé, l'autonomie de l'IA par rapport aux humains. La dernière mythologie, pour reprendre cette fois le terme de Roland Barthes dans ses mythologies en 1957, est celle de l'autonomie de l'IA par rapport aux humains. C'est sans doute la plus puissante, car le grand public, mais aussi bien plus largement tous ceux qui ne sont pas versés dans la manière dont fonctionne l'industrie informatique pour proposer ces nouveaux programmes et interfaces, sont largement persuadés que l'IA, parce qu'elle est apprenante aujourd'hui, ce qui est désormais vrai, serait autonome par rapport à l'humain, ce qui est faux. Il se peut que cela soit vrai un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai encore eu l'occasion de m'en assurer il y a 3 semaines lors d'un congrès d'informaticiens auquel j'intervenais en tant que philosophe et qui, si les machines étaient réellement autonomes, n'auraient plus de travail, les informaticiens. Il ne resterait plus que l'extraction des minerais et toute la partie bassement matérielle de l'industrie informatique à faire. En réalité, et là je viens pour détailler un peu, pour produire un logiciel informatique, car c'est de cela dont il est question avec l'IA, le logiciel de traitement informatique, certes très sophistiqué, les étapes clés font intervenir des personnes, en l'occurrence des programmateurs. Pour un logiciel apprenant,
il faut d'abord choisir ce sur quoi on va le faire apprendre, le dataset, élément évidemment décisif, mais avec quel langage, programme, on va le faire travailler. Élément lui aussi important. Une fois que le programme aura commencé à apprendre par aller et retour, il va falloir faire intervenir une armée de petites mains qui vont scruter les fautes dans les corrélations mises en avant. Une fois ces fautes détectées, les programmateurs vont relancer un programme amélioré dont le design final leur revient. Donc à chacune de ces étapes, voyez, on choisit le langage de base, on choisit le dataset, automatiquement on fait des allers-retours pour mettre, ça c'est le programme qui le fait, il s'enrichit. Mais après, c'est de l'humain qui vient corriger les erreurs, et c'est de l'humain qui vient faire le paramétrage final. Donc nous intervenons en tant qu'humains au stade du choix du langage de base, du choix du terrain d'entraînement, de la correction des erreurs machines, des corrections finales du programme. C'est massif. Le problème, et c'est pourquoi on a cette impression de dépossession, c'est que ce sont des informaticiens qui font ça. Et que nous sommes très largement en situation, non pas d'analphabétisme par rapport au monde informatique, mais d'illettrisme par rapport au monde informatique. C'est-à-dire que nous avons du mal à rentrer en communication et à avoir des échanges où nous comprenons et nous pouvons challenger les résultats des informaticiens. Et c'est ça que je voulais vous mettre en avant et ce sur quoi moi je travaille beaucoup. Alors, je suis spécialiste de statistiques, moi plutôt des chiffres. Je ne suis pas informaticienne. Je sais discuter avec des informaticiens. Je ne sais pas coder. En revanche, je sais manier de la data de façon... Voilà. Et donc, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est passé d'un monde dans lequel nous étions largement tous clairs dans notre manière de nous exprimer, parce que nous utilisions notre langage naturel. Or, avec l'informatique, on s'est massivement mis dans une des mécanismes dans lesquels on rend compte de ce qui se produit au travers de chiffres, de data et de programmes informatiques. Et nous sommes massivement en situation d'illettrisme par rapport à ces langages-là. Donc, avec en tout cas, dans des situations de langage profondément asymétriques par rapport à ce que maîtrisent les informaticiens qui, par ailleurs, eux, ne maîtrisent pas forcément votre savoir technique. Et dans la mesure aussi, on suit encore Wittgenstein, et je n'ai pas le propos ici de rentrer dans ce détail, mais les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde, c'est-à-dire que ce que l'on ne sait pas bien énoncer, déjà, on ne va pas pouvoir se projeter de façon aisée dedans. Eh bien, on est face à un nouveau problème paradigmatique, celui du correct rapport entre les faits et les chiffres, ou encore du correct rapport entre les datas et les faits, ou encore le code et les faits, dans un langage, celui du code, du chiffre et des datas, qui est pour nous, pour la plupart d'entre nous, un langage dans lequel nous ne sommes pas experts. Et donc nous nous trouvons en situation d'asymétrie communicationnelle, qui nous ramène en quelque sorte à la Renaissance, avec une infinie minorité de lettrés du langage dominant et une infinité de patois. Donc, je vais essayer de partir sur mon deuxième temps plus constructif, et donc avec également 3 petits points. Si les ordinateurs ne sont pas intelligents, au sens où nous l'entendons de l'intelligence humaine, s'ils ne sont pas virtuels, mais dotés d'une matérialité relativement pesante,
s'il ne fonctionne pas sans les humains, mais à partir des langages, terrains de reconnaissance, correctifs, erreurs et paramétrage final qui leur sont donnés par les concepteurs de programmes, il n'en demeure pas moins qu'il se joue, en tout cas ce qui me semble que l'on peut l'affirmer, aujourd'hui, au travers de la capacité de faire que manifestent nos écrans, quelque chose qui signifie, à l'aune de l'histoire, et que j'appelle, moi, la fin de la naturalité. Cette question, elle va au-delà de la gêne des philosophes ou d'autres professions, je présume, face à un nouveau problème paradigmatique, hein, celui du correct rapport entre les faits et les chiffres ou le code, ou les codes de programme. Tout comme Alexandre Coiré a montré comment l'invention de la lentille astronomique entre le XVe et le XVIe siècle nous a fait passer d'une représentation du monde au XVIe, XVIIe siècle, qui était celle précédemment du monde clos des Antiques, où la Terre était plate, à une vision de la Terre comme une sphère, parce qu'on avait de nouveaux mécanismes, moyens d'observation. L'écran nous fait changer de référence. De fait, depuis l'invention du cinéma il y a à peine 130 ans, et donc de la capacité à reproduire des images en mouvement, ce que Léonard de Vinci, Kepler et Descartes rêvaient de pouvoir faire, c'est la question de la caméra obscura, eh bien, tout est allé très vite depuis 130 ans. 50 ans plus tard, avec la télévision, l'image et le son s'invitent au cœur des foyers et permettent, outre mouvement, de voir en direct les retransmissions de ce qui se passe ailleurs. Au même moment, l'ordinateur se déploie, d'abord dans la sphère de la recherche, puis dans celle du travail et enfin dans celle des loisirs, et voit sa puissance de calcul évoluer à une vitesse accélérée. Enfin, à compter du milieu des années 90, pour son déploiement à grande échelle, c'est 69 premiers déploiements, c'est le temps des réseaux. Des ordinateurs mis en réseau qui donnent à chacun de celui qui est derrière son ordinateur la capacité d'être producteur de contenu. C'est très différent de l'ère de la télévision, où à la télévision on reçoit du contenu. Là, au moment des réseaux, on peut en émettre. On en reçoit, mais on est aussi émetteur. En l'espace d'un siècle, tous les aspects de la vie ont été gagnés par les écrans. Les différentes strates de la réalité interagissent continuellement, les unes avec les autres, avec des mécanismes d'écho et de miroitement qui sont le cœur de la manière dont fonctionnent, dans des champs très différents, les réseaux sociaux. Hein, c'est des chambres d'écho, mais aussi les marchés financiers, pour donner un exemple très différent. Ce moment semble qu'il signe le passage dans la fabrication du réel, au sens où on ne peut plus dire qu'il y a d'un côté le réel et de l'autre le simulacre, si tant est qu'on n'ait jamais pu le dire, mais bon, ça c'est encore une autre question, mais une réalité qui est faite d'un entrelac. Cet entrelac, cette interrelation entre ce qui est abouti à un moment où le règne de l'intentionnalité, le règne des faits humains, transforme ce que nous avions appris à appeler la nature et emporte avec lui l'écosystème, comme on le voit très clairement dans la question environnementale. Cette fin de la naturalité, elle a elle-même une histoire très ancienne que l'on peut faire remonter à Homo faber. C'est l'homme fabricant des outils. Ce que je voudrais pointer, c'est que le moment qui nous est contemporain est celui où le travail de l'homme et les outils qui sont le fruit de ce travail aboutissent à une situation dans laquelle il n'y a plus de nature à l'état naturel sur le globe terrestre, y compris dans les fonds marins, et y compris quand on va dans la stratosphère. Mouvement concomitant, on a un rapport à l'espace et au temps qui, me semble, ne se laisse plus lire dans les catégories simples de l'espace-temps physique tel qu'il a été pensé dans la physique théorique classique newtonienne, ce qui est évidemment un écho aux théories de la relativité, aux théories quantiques.
notre rapport à l'espace s'en trouve totalement modifié, et ce au même moment où interviennent la théorie de la relativité et la théorie quantique. Des choses très triviales. On peut accéder très facilement au lointain, ce qui était impensable il y a 130 ans, et être éloigné du proche. Il y a donc l'idée que l'on puisse mesurer la distance de façon univoque à l'étalon du mètre est une idée qui ne rend plus compte de la réalité. Parce qu'il y a la distance qui nous est aussi fournie comme ouverture par l'écran. Donc il y a différentes manières de rendre compte de la distance. Et ça rejoint ce qu'on trouve dans la théorie quantique. La temporalité, surtout, car ce qui intervient sur nos écrans, c'est alors pas forcément dans mon diaporama, mais ce sont surtout des images animées qui se donnent à lire sur nos écrans. Le mouvement et le flux apparaissent premiers. Pareillement, on retrouve le même mouvement en physique. Ça, c'est toute la théorie en physique du Big Bang, du fait que, en fait, à une certaine échelle, toute la matière est mouvement. Les neurones sont mouvement. Et même au niveau de l'ensemble des galaxies, tout est mouvement. Et ça, c'est une remise en cause très puissante de l'idée qu'il y aurait une manière univoque de représenter l'espace, le temps, ou des formes et des lois qui seraient immuables. C'est une vraie révolution par rapport aux lois éternelles et immuables de l'univers infini pensé par les Lumières. Alors, donc il me semble que, et je vais aller vite sur les deux derniers points, c'est par rapport à ces évolutions, le rationalisme hérité des Lumières ne nous permet pas de nous situer de façon adéquate. Entre le tam-tam des médias et des réseaux sociaux qui privilégient les informations extrêmes, vers le bas en général, et les canons scientifiques de calcul qui se concentrent sur les faits moyens, nous sommes en grande difficulté pour nous situer et pour situer nos espaces de vie, puisque on a fort peu de chances que l'intervalle, le monde scientifique, rende compte de ce que l'on voit dans l'espace médiatique. Et tous les ingrédients sont réunis pour rendre compte des faits sous la forme de la crise. Alors, la pensée kantienne, elle est emblématique de ces schèmes qui nous permettent de lire uniquement le réel sous la forme de la crise. Je vais très vite, mais c'est vrai que chez Kant, on peut lui reprocher que les objets technico-pratiques sont absolument absents. C'est un angle complètement mort. On peut lui reprocher la séparation étanche qu'il établit entre d'un côté la science et de l'autre la morale, tout comme l'univocité qu'il cherche à donner à l'une et à l'autre. Et puis, pour donner un point qui peut intéresser plus l'architecture, c'est la racine de tout ça, me semble-t-il, mais c'est chez Kant, dans sa troisième critique, c'est ce qui est celle sur la faculté de juger, c'est qu'il nous dit la faculté de juger, c'est vraiment très très important, mais elle n'a pas de pouvoir déterminant sur le monde, elle est seulement réfléchissante, donc elle ne peut rien. Eh bien, on peut considérer que c'est une erreur de jugement, et si on enlève cette erreur de jugement, alors tout le système kantien tombe. Alors, pour aller vers la fin de ma présentation, qui est la dernière slide, il me semble que donc par rapport à cet arrière-plan kantien de tous les jours qui continue à être mobilisé par les décideurs aussi, dans l'enseignement, des schèmes plus ouverts pourraient nous permettre de mieux faire droit à la manière dont se forge le contemporain et trouver des moyens de s'y orienter et d'y habiter d'une façon qui ne relève pas uniquement du registre de la crise. Donc faire le pari de l'humanisme, c'est faire le pari de sa fluidité, au sens où il n'y a pas, je parle là des architectes, une unique manière d'agencer un espace, tout comme il n'y a pas un algorithme ou une IA qui nous permettrait de trouver l'espace ultime. Car c'est ça qui est derrière
la question de la raison algorithmique. En revanche, l'IA peut aider à visualiser, simuler des situations multiples avec une grande puissance de calcul, dès lors que l'on dispose d'une maîtrise minimale du langage machine et de ses capacités et limites qui permettent de ne pas être en situation de passivité par rapport à elle. Alors, je vais m'arrêter là parce que je suis pile dans mon temps, mais c'est pour vous dire qu'il me semble qu'il y a donc de quoi travailler avec ce qui n'est pas une IA, mais que nous appelons une IA, et qui, du fait d'un narratif fort maîtrisé, auquel il ne faut pas se laisser prendre. Merci.